Alors, une difficulté devant un auditoire comme vous, c'est qu'il y a des gens qui sont nouveaux, pour lesquels ces choses sont nouvelles, et d'autres sont plutôt spécialisés. Donc, d'une certaine façon, il faut essayer de viser un juste milieu. Et en fait, ma façon de procéder, généralement, c'est au début de dire des choses simples et qui sont accessibles à tout le monde, et de progressivement aller vers des choses plus difficiles. Comme ça, ceux qui sont nouveaux auront quelque chose et les autres auront aussi quelque chose. Avant de parler du soleil, avant de parler des étoiles, j'ai envie de faire un hommage aux bricoleurs de lentilles. Ce sont des gens qui, il y a quelques siècles, en s'amusant avec des lentilles, en les ajustant, ont complètement changé notre vision du monde. Quand vous vous rendez compte qu'il y a 400 ou 500 ans, on ne connaissait ni les microbes pour les microscopes, ni les télescopes pour le ciel, jusqu'à quel point ils ont influencé toute notre vision du monde, pas simplement dans ses dimensions, mais aussi dans sa structure et dans son rapport avec nous-mêmes. C'est ça qui est la merveille de ces gens qui ont bricolé des lentilles. Encore une fois, se sont servis du simple fait que si vous taillez une lentille de la façon suivante et que vous envoyez de la lumière ici, eh bien, toute cette lumière se rassemble ici et ça vous permet d'avoir une image grossissante qui vous permet de voir des galaxies qui sont à l'autre bout de l'univers et des microbes qui sont invisibles à l'œil nu, évidemment. Donc, l'histoire de l'astronomie, c'est en grande partie l'histoire de l'amélioration progressive de ces techniques pour nous amener à voir de plus en plus et de mieux en mieux et à avoir tout ce que nous savons aujourd'hui. Je prends l'exemple du Soleil, qui était naturellement inconnu aux Égyptiens, qui se demandaient la question, quand le Soleil se couche, comment ça se fait qu'il se lève de l'autre côté le matin? Vous voyez, c'était des questions très primitives. Aujourd'hui, notre connaissance par rapport à tous ces gens qui ont travaillé ces lentilles et les théories, c'est absolument fabuleux. C'est à la fois aussi un hommage à la puissance de l'esprit humain quand on se rend compte jusqu'à quel point les progrès sont gigantesques maintenant. Alors, évidemment, les étapes suivantes des télescopes, c'est des télescopes de plus en plus puissants. Vous avez ici M. Hubble, Edwin Hubble, à son télescope. Vous voyez que ça a commencé à prendre des dimensions très grandes, et ainsi de suite. Et à partir de là, je vais vous parler de l'histoire du Soleil, mais je vais commencer par vous parler de l'histoire du Soleil. L'histoire de qu'est-ce que nous savons sur les étoiles, comment le savons-nous et comment avons-nous appris. C'est toujours intéressant de retourner dans le passé, de voir à quel moment on a résolu des problèmes, comment on a résolu ces problèmes et de comprendre quels étaient ces problèmes avant et comment la réponse est une réponse, comment nous avons appris des choses. Alors d'abord, je vais faire une petite liste de ce que nous recevons du Soleil, ce que le Soleil nous envoie et qui nous permet, bien sûr, de le connaître, de l'analyser, de le détailler. Alors, qu'est-ce que nous recevons du Soleil? Plusieurs choses. La première chose, évidemment, la lumière. Et la lumière visible, mais pas seulement la lumière visible. Nous recevons des rayons X, des rayons gamma. Ça, c'est des ondes électromagnétiques. Et nous recevons ces informations par une autre invention géniale des bricoleurs, qui est le prisme. Le prisme, c'est quoi? C'est, vous savez, vous envoyez de la lumière blanche ici et vous l'analysez en ses couleurs, vous la décomposez en ses couleurs. Et ça, c'est la grande recette fondamentale qui est apparue vers 1850, 1860, à une période où Auguste Comte, le philosophe français, disait « Jamais nous ne pourrons connaître la composition du Soleil ». Et cette même année, un astronome allemand
utilisaient cette méthode et ils nous apprenaient déjà des choses sur la composition chimique du Soleil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va prendre le Soleil et puis on va le mettre devant le prisme. Et qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner d'abord l'arc-en-ciel. Bien sûr, on met les couleurs ici, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il en manque. Il manque un peu partout des couleurs qui ne sont pas là. Ce qui nous apprend quelque chose avec la physique atomique, c'est une signature. Chaque élément chimique, quand vous le posez dans ces conditions, vous l'allumez, vous l'observez de cette façon, a une signature différente. C'est la signature, le langage de la lumière pour nous apprendre quels sont les éléments chimiques qui sont présents dans le Soleil. Alors, évidemment, cet art, aujourd'hui, s'est développé d'une façon absolument spectaculaire et je vais vous présenter une image des spectres solaires tels que nous les avons aujourd'hui. Vous voyez, c'est tout ça, ça se suit, du vert au jaune au rouge, et il y a des milliers de raies, on appelle ça des raies. Ces raies sont également la signature des atomes qui l'émettent. C'est à partir de là que ne vient une grande partie de notre connaissance sur les étoiles. C'est ce jeu auquel se livrent les astrophysiciens avec la lumière visible. Et en particulier, je vais parler d'une question qui a été longtemps très mystérieuse. Vous savez que dans l'univers, il y a deux sortes de matière. Il y a la matière qu'on appelle ordinaire, celle dont nous sommes faits, des atomes, des molécules, de l'eau, tout ça. Et depuis le début du XXe siècle, on sait que cette matière a une petite sœur jumelle qu'on appelle l'antimatière. L'antimatière, c'est une matière qui est faite des mêmes éléments chimiques, sauf que les charges électriques sont renversées. Les noyaux les protons sont positifs, les antiprotons sont négatifs. Les électrons sont négatifs, les antiélectrons sont positifs. Alors, une première question, après qu'on a découvert ça, on se dit, mais le Soleil, il est fait de quoi, lui? Est-ce qu'il est fait de matière ou d'antimatière? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? Eh bien, on peut répondre à cette question non pas par la lumière. La lumière émise par des antiatomes de carbone est très exactement la même que celle qui est émise par des atomes de carbone. Donc, la lumière elle-même ne nous répond pas. La lumière solaire ne donne pas de réponse. Les atomes d'antimatière émettent, un atome d'antimatière émet la même lumière qu'un atome de matière. En termes de physique, on dit que le photon est sa propre antiparticule. Il n'y a pas photon-antiphoton, il n'y en a qu'un qui est les deux à la fois. Donc, sur ce plan, on ne peut pas répondre à cette question, est-ce que le Soleil est fait de matière et d'antimatière? Heureusement, il y a d'autres messages qui nous viennent du Soleil à partir d'autres particules. Et en particulier, je vais parler des aurores boréales. J'imagine que tous, vous avez vu des aurores boréales, ces magnifiques illuminations du ciel dans lesquelles on voit du vert, du rouge, c'est l'oxygène. Les aurores boréales, la cause des aurores boréales, c'est ce qu'on appelle le vent solaire. Ça veut dire que le Soleil émet non seulement de la lumière, mais aussi de la matière, c'est-à-dire des atomes. Et ces atomes, il émet en permanence. Les aurores boréales se produisent quand les atomes en question arrivent sur notre atmosphère, frappent les molécules d'oxygène de l'atmosphère, illuminent ces atomes, et le vert, par exemple, c'est l'oxygène, le rouge, le jaune, c'est les autres éléments, surtout l'azote. Donc le vent solaire nous envoie des atomes en provenance du Soleil qui frappent la haute atmosphère. Le problème, pour les étudier,
ces aurores boréales, on aimerait bien aller en prendre quelques éléments, c'est qu'ils n'atteignent pas le sol. Ils sont déviés par le champ magnétique du Soleil et ils sont absorbés par les atomes de l'atmosphère, de sorte qu'on ne peut pas avoir accès à ces atomes. On aimerait bien, justement, pour en savoir un peu plus. Ce qu'on sait des aurores boréales, c'est qu'ils sont émis par des événements très violents dans le Soleil, qu'on appelle des orages solaires, et une image ici va vous donner un exemple. Ça, c'est un coronographe. Là, c'est le Soleil qui est caché, et là, c'est ce qui est à l'extérieur de la couronne solaire. Cette couronne solaire est très agitée. Par moments, il y a d'énormes quantités de matière qui se déplacent. On appelle ça des émissions coronales. Et c'est ces particules-là qu'on voudrait capturer. Alors, est-ce qu'à partir de ces particules, on pourrait déterminer si le Soleil est fait de matière ou d'antimatière? Eh bien, vous allez voir que oui, justement. Parce qu'il y a une propriété de la matière et de l'antimatière, c'est qu'il ne faut pas les mettre ensemble. Si on les met ensemble, si on met une particule de matière avec une particule d'antimatière, elles vont s'annihiler, se détruire, disparaître complètement pour se transformer en lumière. Sauf que si le Soleil est fait de matière, ces particules qui vont émettre des photons sont des photons visibles. C'est les aurores boréales. Les aurores boréales, c'est les photons qui sont émis quand les atomes du Soleil frappent les atomes de la Terre. Si on faisait l'hypothèse que le Soleil est fait d'antimatière, qu'est-ce qui se passerait? Ce serait très différent. Parce que là, l'antimatière venant du Soleil s'annihilerait sur la matière de l'atmosphère et cela émettrait non pas des photons visibles, mais des rayons gamma extrêmement destructeurs de 100 millions d'électronvolts. En fait, si c'était le cas, la Terre ne serait pas habitable. Donc, le simple fait que la Terre est habitable nous dit que le Soleil est fait de matière. S'il était fait d'antimatière, encore une fois, la quantité de rayonnement ionisant sur la Terre serait telle que la vie ne pourrait pas exister. Ce même phénomène nous permet aussi de dire que les étoiles du ciel, les étoiles voisines, sont faites également de matière et non pas d'antimatière. Et on peut aussi utiliser cette même méthode pour les galaxies les plus lointaines. Pas les plus lointaines. Les plus lointaines, ce ne serait pas évident. Mais on admet généralement en astronomie que tout notre univers est fait de matière et non pas d'antimatière. Et ça pose des problèmes à la cosmologie, quand on y reviendra. Selon le Big Bang, dans sa forme la plus simple, il devrait y avoir autant de matière que d'antimatière. Et la question de savoir pourquoi il n'y a pas d'antimatière ou très peu dans notre univers, on en fait dans les laboratoires. Au CERN, on fait des faisceaux d'antimatière très puissants. Ils s'en produisent aussi dans les rayons cosmiques, mais c'est rien du tout à partir de la quantité de matière. Une poignée de sable de matière, ça vaut à peu près rien. Une poignée de sable d'antimatière, ce serait d'une fortune absolument extraordinaire. Donc, on a déjà une première réponse à notre question. Le Soleil est-il fait de matière ou d'antimatière? Les collisions des atomes du Soleil avec ceux de notre atmosphère donneraient, si l'univers si le Soleil est fait de matière, des photons des aurores boréales, et si c'était d'antimatière, des rayons gamma. Donc, on a une première réponse qui va être confirmée. On va continuer cette analyse, ce que nous apprennent les observations. Alors, pour étudier maintenant la composition chimique du vent solaire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme je vous ai dit, si on essaie d'attraper des particules de vent solaire, on n'y arrive pas, mais il y a une possibilité astucieuse, c'est d'aller sur la Lune. Pourquoi sur la Lune? Parce que sur la Lune, il n'y a pas de champ magnétique.
Donc, le vent solaire frappe de plein fouet la surface de la Lune, et d'autre part, il n'y a pas d'atmosphère, ce qui fait aussi que les aurores boréales, le vent solaire frappe la surface de la Lune. Et là est arrivée une expérience très intéressante faite par un physicien suisse qui s'appelle Johannes Geiss, qui a eu cette idée. Il s'est dit, les Américains vont sur la Lune, ils apportent des drapeaux américains, ils les plantent pour montrer la suprématie américaine. Eh bien, je vais leur demander d'apporter aussi une feuille d'aluminium. Ça a été très discuté, il a réussi, mais avec beaucoup de discussions, à faire atterrir sur la Lune, en même temps qu'un drapeau américain, une feuille d'aluminium qui est comme un drapeau. Pourquoi? Parce que cette feuille d'aluminium est un réceptacle qui reçoit en direct le vent solaire. Donc, il a pu ramener au sol, cette feuille a été laissée là pendant 1 an, ils sont allés la rechercher, il a pu ramener au sol cette feuille et elle agit, oui, comme un réceptacle, et il a pu découvrir des choses extrêmement intéressantes. Il a pu découvrir ce qu'on appelle il a pu découvrir des atomes d'hélium et d'hydrogène venant directement du Soleil, c'est-à-dire il avait sous la main des particules du Soleil, et là il a pu constater que c'était des héliums et non pas des anti-héliums, des deutériums et non pas des antideutériums, c'est-à-dire confirmer cette idée, le Soleil est fait de matière et non pas d'antimatière. Vous voyez comment la réflexion de quelqu'un qui a des idées comme de dire on va aller sur la Lune puisqu'on ne peut pas le faire sur la Terre, ça marche quelquefois. Ça, c'est un autre élément important de notre analyse. Et on va continuer maintenant avec d'autres éléments. On va observer le Soleil et on observe que le Soleil, la lumière varie un peu, elle change avec une période de l'ordre de quelques minutes, très peu, et on interprète ces changements comme des oscillations à la surface du Soleil, et on va se servir de ces oscillations pour aller étudier jusqu'au centre du Soleil. Ça ressemble un peu à ce qui se passe sur la Terre quand on veut étudier l'intérieur de la Terre. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend les tremblements de terre et on regarde comment les ondes sismiques émises par les tremblements de terre se répercutent, reviennent un peu partout. Ils ont fait la même chose avec des bombes. Et avec cette analyse qu'on appelle de la séismologie stellaire, aujourd'hui, on a des modèles très détaillés, non seulement de la surface du Soleil, mais jusqu'à l'intérieur. Un autre messager du Soleil, ce sont les neutrinos. Les neutrinos, c'est quoi? Les neutrinos, c'est une particule élémentaire, comme les photons, qui voyagent un peu moins vite que la vitesse de la lumière, mais qui sont extrêmement discrètes, très difficiles à détecter. Pour les détecter, des télescopes à neutrinos, vous en avez un exemple ici, ce sont des réservoirs de substances qui contiennent des dizaines de milliers de tonnes de réservoirs. Pourquoi? Parce que les neutrinos sont tellement discrets qu'ils passent pratiquement sans jamais interagir. Rarement ils interagissent, ce qui rend très difficile leur détection. Mais cette difficulté est un avantage. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le Soleil, je reviens un peu, quand vous regardez le Soleil, vous voyez la surface du Soleil. La lumière que vous voyez, elle vient de l'intérieur, de la surface du Soleil. Vous savez cependant qu'il y a beaucoup plus de lumière dans le Soleil qu'à sa surface. Pourquoi on ne voit pas le Soleil, l'intérieur? Parce que la matière du Soleil est opaque au rayonnement. Les rayonnements qui sont à l'intérieur ne s'échappent pas ou s'échappent difficilement, et ça n'est que lorsqu'ils arrivent
à la surface qu'ils peuvent d'un seul bond se rendre jusqu'à chez nous. Donc, toutes ces observations dont je vous ai parlé, ça parle de la surface du Soleil. Ça ne vous dit rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là, vous voyez comment l'astronomie des neutrinos va être particulièrement astucieuse, puisqu'il est très difficile, puisque les neutrinos sont peu absorbés, ben pour eux, la matière du Soleil est transparente. Donc, ce qu'on va voir avec les neutrinos solaires, c'est l'intérieur même du Soleil. Ça va nous permettre d'entrer jusqu'à l'intérieur. Et cette astronomie a aussi cette grande qualité de nous permettre d'aller jusqu'au centre des astres, de faire, comme ce qu'on dit aujourd'hui, des radioscopies qu'on fait avec la médecine, c'est l'équivalent. Ça nous permet de tester, de sonder le cœur et les reins des étoiles. C'est ça qui est l'avantage de l'astronomie des neutrinos. Parce qu'ils sont très discrets, parce qu'ils traversent notre corps sans la moindre difficulté, à chaque seconde, 40 milliards de neutrinos traversent notre corps. Vous n'en sentez rien du tout, ce qui prouve bien qu'ils sont discrets, ils interagissent très peu. Mais cette interaction est très importante pour nous parce qu'elle nous donne un autre moyen d'étudier les astres, non pas seulement leur surface comme les étoiles, mais même jusqu'à l'intérieur avec les neutrinos. Alors, on va s'intéresser beaucoup à l'astronomie des neutrinos qui vont aussi être un élément qui va nous renseigner. Et comme je vous disais, ces neutrinos sont extrêmement... Il y a 4 ou 5 télescopes à neutrinos dans le monde en ce moment qui nous donnent d'autres renseignements sur le Soleil. Et ces neutrinos, donc, viennent non pas de la surface, mais du cœur même du Soleil, là où il y a cet endroit où sont les réactions nucléaires qui donnent l'énergie au Soleil. Et ces réactions nucléaires émettent des neutrinos. Alors, on a maintenant aussi des spectres des neutrinos solaires. Ça, ici, c'est l'énergie des neutrinos en bas. Et ça, c'est le nombre de neutrinos qui nous arrivent. Alors, vous voyez, chaque élément est détaillé, le spectre est détaillé. Nous avons toute une série de neutrinos qui nous arrivent et nous pouvons retrouver l'intérieur du Soleil de cette façon. Alors, qu'est-ce que ça nous a appris? Ça nous a appris des choses extrêmement intéressantes. D'abord, ça va aussi nous parler de est-ce que le Soleil est matière ou antimatière? Ben oui, parce que les neutrinos, ce n'est pas comme des photons. Il y a des neutrinos et des antineutrinos. Il n'y a que des photons qui sont les deux. Il y a des neutrinos qui sont aussi des antineutrinos. Donc, la question est simple. Il s'agit de dire la matière solaire est transparente aux neutrinos, c'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça qu'on va jusqu'à l'intérieur. Et on sait détecter des neutrinos et des antineutrinos, et on a très bien montré qu'il y a des neutrinos et pas d'antineutrinos. Ce n'est pas tout à fait vrai, il y en a un petit peu, mais suffisamment pour qu'on conclue que le Soleil est également fait de matière et non pas d'antimatière. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté ces neutrinos? Eh bien, par exemple, comme vous savez, quand on a commencé dans les années 1938 à poser la question quelle est l'origine de l'énergie du Soleil, comment le Soleil peut avoir une telle brillance et durer depuis des centaines de millions d'années, c'était un fameux débat entre Darwin et Kelvin. Darwin, connaissant la géologie et les fossiles des dinosaures, disait la Terre a au moins des centaines de millions d'années et la vie sur la Terre, puisqu'on trouve des dinosaures, a au moins des centaines de millions d'années. Donc le Soleil doit avoir également des centaines de millions d'années parce que sans Soleil, il n'y a pas de vie. Et Kelvin se servait, lui, d'arguments physiques pour dire non, le Soleil ne peut pas avoir plus de 30 millions d'années. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'avec la découverte de l'énergie nucléaire, avec la découverte de l'énergie nucléaire, on a découvert qu'il y avait cette source d'énergie nucléaire. Mais c'était une hypothèse. Dans les années 38, on disait il n'y a que l'énergie nucléaire qui peut donner au Soleil suffisamment de durée pour qu'il soit encore présent avec la luminosité qu'il a depuis des centaines de millions d'années, et maintenant on dit depuis des milliards d'années. Donc, cette hypothèse,
on pouvait essayer de la confirmer, justement, parce qu'une des conséquences du fait que le Soleil soit un réacteur nucléaire, comme nos réacteurs nucléaires, c'est qu'il émet des neutrinos. Donc, le fait de découvrir que le Soleil émet des neutrinos et que c'est bien la quantité de neutrinos qu'il faut pour donner la génération d'énergie au Soleil, c'est un élément important qui prouve que le Soleil est un réacteur nucléaire. On peut dire d'une façon, on le savait déjà, mais en science, on n'est jamais trop sûr quand on dit quelque chose. Plus on a de preuves qui confirment une assertion, comme de dire le Soleil est un réacteur nucléaire, eh bien, on l'a eu avec cette observation des neutrinos solaires. Alors, il s'est posé, quand j'ai commencé ma carrière, dans les années 50 et 60, il y avait ce qu'on appelait l'énigme des neutrinos solaires. C'était quoi? C'était, bien sûr, on disait, le Soleil émet des neutrinos, mais quand on comparait la quantité de neutrinos qu'on recevait avec la quantité qu'on obtenait avec des modèles basés sur la physique solaire, il y avait un manque de plus de la moitié. Il y avait plus de la moitié des neutrinos réels qui étaient inférieurs à ceux qui étaient calculés. Et on s'est demandé pendant tout ce temps, d'où vient le problème? Alors, il peut venir de deux sources. Soit on connaît mal les neutrinos, soit on connaît mal le Soleil. Et il y a eu, pendant toute cette décennie, des débats pendant longtemps. Et la solution est venue il y a peu d'années, quand on a découvert que le Soleil, que le manque de neutrinos venait du fait qu'il y a 3 variétés de neutrinos et que les neutrinos, c'est des particules qui passent d'un état à l'autre puis à l'autre. C'est l'image des Pokémon. Si vous vous souvenez, les Pokémon japonais, ils oscillent, ils sont capables de changer de nature. C'était une hypothèse, là aussi, de la physique nucléaire. Eh bien, on a pu montrer, en faisant les bilans, qu'il y avait 2 fois plus de neutrinos que ceux qu'on observait, c'est-à-dire que ça collait avec les estimations. Donc, ce n'est pas que la physique du Soleil était manquante, c'est que la physique des neutrinos était manquante. Et ça a rajouté le fait que cette expérience solaire est une des rares expériences, la plupart des expériences qui nous permettent d'apprendre la physique fondamentale, ce sont les accélérateurs au CERN ou ailleurs. Généralement, l'astronomie applique ce qu'on sait, mais là, la situation a été inversée, puisque c'est le Soleil montre justement dans le fait qu'il y avait un déficit qui nous a convaincus que les neutrinos étaient plus compliqués qu'on pensait, qu'il y en avait 3 sortes et qu'il y avait ce phénomène tout à fait étonnant de l'oscillation, qui est un phénomène tout à fait prévu par la physique quantique. C'est quelque chose qui ne change rien à la physique quantique, mais ça change quelque chose à notre connaissance de la nature des neutrinos et de leur capacité d'osciller, ce qui est relié, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, au fait que les neutrinos ont une masse. Pendant longtemps, on disait les photons n'ont pas de masse, les neutrinos n'ont pas de masse. Là, on a découvert que les neutrinos ont une toute petite masse, 1/1000e de celle des électrons. Mais ça fait toute la différence. Vous voyez comment, quelquefois, l'astronomie nous apprend des données sur la physique. Alors, on va continuer maintenant. Qu'est-ce que nous recevons aussi du Soleil? Nous recevons ce qui s'appelle des rayonnements cosmiques solaires. Bon, c'est une mauvaise terminologie. Ça vient du fait que longtemps, on a parlé des rayonnements cosmiques, ceux qui viennent de l'extérieur. Et puis ensuite, on a découvert qu'il y en a aussi qui venaient du Soleil. Et on a appelé ça les rayonnements cosmiques solaires, ce qui est un peu contradictoire. Mais tant pis, c'est ce qui est observé. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rayonnement cosmique? Un rayonnement cosmique, c'est une particule qui vient de l'espace. On s'intéresse à ceux qui viennent du Soleil. C'est des particules de très haute énergie. Ça peut être des centaines de millions d'électronvolts qui frappent notre atmosphère et qui déclenchent des quantités de réactions avec des quantités de particules. Ça fait des cascades qui arrivent jusqu'au sol. C'est un des sujets très présents aujourd'hui dans l'astronomie, l'origine des rayonnements cosmiques. Au total, on n'en connaît pas beaucoup, même assez mal, sauf ceux qui viennent du Soleil, ça, on le sait.
Et d'où viennent ces particules chargées qui viennent du Soleil? Ils viennent de ce qu'on appelle des orages solaires. Les orages solaires, c'est le fait qu'à certains moments, quand on regarde le Soleil, il y a des flashs blancs. Ces flashs blancs, c'est le départ, ce sont des phénomènes magnétiques, hydromagnétiques, qui accélèrent beaucoup de protons, d'électrons, lesquels arrivent jusqu'au Soleil, jusqu'à la Terre et sont reliés à un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, qui est le phénomène de l'activité solaire, c'est-à-dire le cycle de 11 ans. On sait qu'à tous les 11 ans, la surface du Soleil, ce qui s'y passe, les taches, les rayons cosmiques, les aurores boréales, passent par des maxima et des minima. Vous voyez, il y en a en 1900, 1910, à tous les 11 ans, l'activité Soleil montre ce comportement qu'on va voir mieux ici, parce que là, vous avez le comportement moyen, et ça, ce sont tous les orages solaires qui sont d'une puissance fantastique. Il est arrivé en 1969 que tous les relais ont disjoncté autour du Canada et qu'il y a eu des pannes très grandes. Et donc, c'est un phénomène tout à fait régulier. Et ces rayonnements cosmiques solaires nous apprennent des choses sur ce qui se passe à la surface du Soleil, ces orages, tout ce que vous voyez. Il y a de magnifiques vidéos à la télévision sur ces phénomènes. Vous les avez probablement déjà vus. Donc, voilà les 4 sources d'informations qui nous permettent de comprendre ce qu'est le Soleil et d'arriver à ce que nous en savons aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais vous parler d'histoire du Soleil, mais je vais le mettre un peu dans le contexte des étoiles. Voilà une image que j'aime beaucoup. C'est une image qui montre combien il y a d'étoiles dans notre univers, combien nous sommes mélangés, combien une fraction importante de notre univers, c'est des étoiles. Et ces étoiles, maintenant, le Soleil en est un exemple, et nous allons essayer de reconstituer son histoire. Alors, on va commencer par des questions simples. On va dire, quelle est la différence entre un nuage et une étoile? A priori, ça se ressemble. C'est un ensemble de particules qui sont dans un volume d'espace et qui sont agitées. Mais la différence, c'est fondamentalement, d'abord, les étoiles sont beaucoup plus massives. Si je vous présente une étoile et un nuage ici, c'est beaucoup plus massif. C'est quelque chose... Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une erreur. Fermez les yeux, s'il vous plaît, pour ne pas être déçu d'avoir des choses déjà connues. Ah, mais non, c'est moi, je suis stupide. J'arrive. Voilà. Il y a une différence fondamentale, et ça, c'est une découverte très importante qui a un impact cosmologique important. Quand un nuage émet de la lumière, j'écris, il se refroidit. Non, il ne se refroidit pas, mais il ne se réchauffe pas. Un nuage qui émet de la lumière, il émet de l'énergie, mais il reçoit de l'énergie de l'extérieur, il ne se réchauffe pas. La différence, c'est qu'une étoile qui émet de la lumière se réchauffe. Et plus elle émet de lumière, plus elle se réchauffe. C'est ce qui fait que les étoiles se réchauffent. C'est qu'une partie de l'énergie extraite de l'étoile pour briller va aller pour une moitié à réchauffer l'étoile et l'autre moitié à émettre des photons. Ça, c'est un phénomène qui a été découvert vers le début du XXe siècle, l'importance de la gravité. Ce qui est important, c'est que les nuages, c'est très peu massif. Donc, la force de gravité dans un nuage ne joue pratiquement pas. Ce qui joue, c'est la force thermique. Une étoile, au contraire, c'est un corps qui est très lourd, qui a beaucoup de gravité, et c'est ce qui est responsable du fait de cette différence fondamentale et du fait que les étoiles se réchauffent. Alors, on va étudier maintenant la vie des étoiles et je vais vous présenter une idée géniale qui a été
eue il y a une trentaine d'années par deux physiciens, astrophysiciens, M. Hertzsprung-Russell. Tous les astronomes connaissent le diagramme d'Hertzsprung-Russell. Ça vient de quoi? Eh bien, si vous voyez bien l'image, vous avez ici Orion. Tout le monde reconnaît Orion. Vous voyez qu'il y a des étoiles rouges et des étoiles bleues. Ça, c'est Bételgeuse. Ça, c'est Rigel. Et des étoiles bleues ici. Et aussi, vous voyez qu'il y a des étoiles plus brillantes les unes que les autres. Bon, évidemment, il y a le facteur distance, mais quand on corrige, on peut décrire chaque étoile par deux paramètres. Quelle est sa couleur et quel est son éclat, sa brillance intrinsèque, corrigeant pour la distance. Et c'est l'idée qu'ont eu ces deux personnages. Ils ont dit, on va faire un diagramme dans lequel on va prendre toutes les étoiles qu'on connaît. Je sais que ça a été présenté par plusieurs personnes, mais ça fait partie qui a été présenté par... Alors, voilà. Quand on met un point pour chaque étoile dans un diagramme dans lequel il y a aussi ici la couleur et ici l'éclat, les points ne sont pas repartis au hasard. Ça, c'est le premier point qu'ils ont découvert. Les points sont concentrés dans certaines régions et sont absents dans d'autres régions. Et ça, c'est notre guide. C'est ça qui va nous guider pour découvrir l'histoire des étoiles. Alors là, vous reconnaissez les étoiles que vous connaissez. Notre Soleil est quelque part ici. Il est jaune et il a cette brillance. Des étoiles comme Altaïr est ici, Sirius est là, Aldébaran est là. Les étoiles que vous regardez quand vous êtes au télescope, Arcturus, l'étoile polaire, chacune est caractérisée par deux éléments, sa brillance et sa couleur. Et ces deux personnes ont eu cette idée de faire ce diagramme. Et la première constatation, c'est qu'il n'y a pas des points partout. Il y a des régions favorisées. En particulier, il y a une région que nous allons appeler la séquence principale. C'est cette région qui est ici. Il y a une très grande quantité d'étoiles qui sont quelque part ici. Ce sont des étoiles, ici ce sont des étoiles rouges qui sont assez faibles. Ici, des étoiles jaunes et puis vers des étoiles bleues. Et puis, il y a en bas quelques étoiles qu'on appelle des naines blanches. Il y a des étoiles ici, là et là. Et les étoiles de la séquence principale, c'est en particulier les trois rois mages, Bellatrix, il y a une erreur, Rigel et le Soleil. Ce que nous savons, c'est que ces étoiles qui sont sur la séquence principale sont des étoiles qui ont la même source d'énergie, la même source d'énergie nucléaire. Et cette énergie nucléaire, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium. Le problème avec cette... Voilà. La fusion, c'est ce qui se passe dans le Soleil, c'est ce qu'on essaie de faire à ITER, c'est ce qui s'appelle la fusion contrôlée, sauf que les étoiles qui sont en bas ici sont des petites étoiles qui vivent, qui dépensent leur énergie très lentement, et quand vous montez, ce sont des étoiles de plus en plus grosses, et quand vous arrivez ici, vous avez des étoiles énormes. Et en particulier, ici, par exemple, les trois rois mages, ces trois étoiles qui sont là, le Soleil est là, et puis les géantes rouges sont ici. Donc ça, c'est les grandes familles d'étoiles. Alors, ça, c'est la première famille. La deuxième famille, c'est celle qu'on appelle la famille des géantes. Les géantes, c'est toutes celles qui sont ici. Et chez les géantes, il y a, alors, qui nous sont familiers, il y a Antares, Bételgeuse, Pollux, Arcturus, Aldébaran. Ça vous dit quelque chose si vous avez observé le ciel ces jours-ci. Et ça, c'est les étoiles. Alors, ça, c'est une autre façon de représenter le diagramme. Si vous retrouvez la séquence principale,
Vous découvrez ici la branche des géantes. Et maintenant, une nouvelle famille, ça va être la famille des super géantes rouges, l'étoile polaire, Canopus, Deneb, les nébuleuses planétaires. Non, ça c'est une erreur, ça viendra tout à l'heure. Donc ça, c'est la famille des supergéantes. Et ensuite, il y a la famille qui s'appelle la branche horizontale et puis la branche des naines. Alors, je vais revenir à l'autre pour vous illustrer. Voilà. Là, vous avez la branche des géantes et la branche horizontale qui est ici. Et puis, la dernière famille, c'est les naines blanches. La question, c'est comment vit une étoile? Quels sont les changements au cours de sa vie, de sa luminosité et de sa couleur? C'est ça, la description de la vie d'une étoile. Eh bien, on va le retrouver en jouant sur ce diagramme d'Hertzsprung-Russell. On va faire une espèce de mapping du trajet d'une étoile. On va parler du Soleil, puisque c'est celle qui nous intéresse. Branche horizontale, branche des naines. Alors, la vie des étoiles. Qu'est-ce que c'est la vie des étoiles? Eh bien, une étoile, au début, c'est une masse de gaz relativement froide qui se contracte jusqu'à atteindre une certaine température, une température suffisante pour brûler l'hydrogène. Et quand elle aura brûlé son hydrogène, elle va, évidemment, n'aura plus de source d'énergie pour se maintenir, et elle va se réchauffer à nouveau, brûler son hélium, brûler ses éléments de plus en plus lourds. La vie des étoiles, c'est une alternance de phases d'effondrement dans lequel il y a d'abord l'hydrogène en hélium, l'hélium en carbone et en oxygène, le carbone et l'oxygène en néon, et puis jusqu'au fer. Le Soleil n'ira pas jusqu'au fer, mais d'autres étoiles y vont. Donc, on va commencer au début. On va prendre la naissance du Soleil. La naissance du Soleil, il y a 4,5 milliards d'années, dans une nébuleuse comme celle que nous avons ici, c'est-à-dire des masses de gaz et de poussière qui s'effondrent et qui donnent naissance à des étoiles. Vous voyez ici, vous avez un véritable accouchement d'étoiles. Ces étoiles qui viennent de naître ici étaient présentes à l'intérieur, se sont effondrées et elles se sont réchauffées. Et quand elles ont atteint une certaine température, elles ont arrêté de s'effondrer. Pourquoi? Parce que l'énergie nécessaire pour maintenir l'étoile stable, il faut se souvenir qu'une étoile, c'est du gaz. Une étoile toute seule s'effondre. Donc, elle a tendance à se comprimer, mais si elle trouve un moyen d'avoir de l'énergie, elle va arrêter de se comprimer. Quand la source va être épuisée, elle va recommencer. Alors, voilà des images qui décrivent bien les premières années de la vie des étoiles. Et puis, un point intéressant aussi, aujourd'hui, on se pose beaucoup la question, on est convaincu que le Soleil est né dans une petite amas d'étoiles, très peu d'étoiles, et que le Soleil a des frères. Et il y a une grande recherche aujourd'hui où sont passés les frères du Soleil. Ce serait intéressant si on pouvait dire telle étoile est née dans la même famille. On aurait des relations familiales avec les étoiles. Et pour ça, pour suivre notre dessin, on va se servir du diagramme d'Hertzsprung-Russell. Alors, vous le retrouvez, vous retrouvez la séquence principale, vous retrouvez la branche des géantes ici, et ce petit tracé va tracer ce que fait le Soleil dans sa vie. Il est né à basse température, ça c'est les basses températures, là c'est les hautes températures. Il est né quelque part là, de l'effondrement d'une nébuleuse, comme vous avez vu. Et le premier chapitre de sa vie, il est tracé ici. Il va comme ceci, il fait c'est un peu compliqué, il faut faire des ordinateurs pour le décrire. Il va aller jusqu'à la séquence principale. Ça, c'est l'enfance du Soleil qu'on appelle la phase Thétourie. La phase Thétourie, pourquoi? Parce que c'est des étoiles de type T de la constellation Tauri. C'est la période où se forment les systèmes planétaires, où se forment les planètes, les satellites, les astéroïdes, les comètes,
la Terre, tout ça, ça se passe dans l'enfance du Soleil. Et voilà, par exemple, une image de ce qui s'appelle un disque planétaire dans lequel les planètes vont se former. Le Soleil est quelque part au centre. Se forme le système solaire. Tout ça, c'est ce qui naît pendant cette période. Ensuite, on va revenir à notre... Là, on va se remettre ici. D'ailleurs, on va prendre une autre image. Je crois qu'il y en a des meilleures. Est-ce que j'en ai des meilleures? Non, on va reculer. Excusez-moi. On va revenir au diagramme d'Ertz-Turing-Russell. Voilà. Alors, là, notre Soleil, il est parti de là et il est arrivé là. Et là, il va rester là pendant longtemps. Il va rester là pendant 10 milliards d'années. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à la température de 15 millions de degrés où il y a ignition des réactions nucléaires, de sorte que l'étoile, maintenant, vit avec de l'énergie provenant de ces réactions nucléaires et n'a plus besoin, entre guillemets, de se contracter. Elle est dans un état stable, c'est la vie du Soleil sur la séquence principale. Et là, on va revenir à ceci. On va maintenant repartir d'ici. Ça, c'est le Soleil ici. Donc, cette phase, oui, je vous ai dit, voilà. Alors, la séquence principale, c'est la phase dans laquelle le Soleil se trouve aujourd'hui. Elle dure 10 milliards d'années, excusez-moi. J'ai fait ça cette nuit. J'avais un autre programme totalement différent et ce matin, je me suis réveillé en me disant ça ne va pas du tout. J'ai recommencé tout. Donc, il y a des... Alors, notre Soleil est là depuis 10 milliards d'années. Il a un âge qui est de 4,5 milliards d'années. Il est donc à la moitié de sa vie. Mais ce qui se passe, c'est qu'à mesure qu'il brûle son hydrogène, il a de moins en moins d'hydrogène, donc il a de moins en moins de réserves nucléaires et il se réchauffe lentement. Le Soleil se réchauffe lentement et ça, c'est un peu pas très favorable parce que nous savons que nous craignons le réchauffement climatique dû aux humains, c'est une réalité, mais le vrai réchauffement climatique, c'est dans 1 milliard d'années et à ce moment-là, la température à la surface de la Terre va vaporiser les océans. Donc, sauf si on se trompe, et souvent en science on se trompe, il faut faire attention aux prédictions, mais les prédictions de ces modèles, c'est que dans 1 milliard d'années, la Terre ne sera plus habitable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le Soleil va avoir brûlé tout son hydrogène en hélium, il va avoir un noyau d'hélium et il n'aura plus d'énergie nucléaire. Mais il a une autre solution, il le sait, que bon, le nucléaire c'est bon, mais il a une autre façon. La façon, c'est de recontracter encore une fois, c'est-à-dire extraire de l'énergie de gravitation. La même énergie des chutes d'eau qui tombent, quand une étoile se contracte, elle dégage de l'énergie comme une chute d'eau qui tombe. Le cœur de l'étoile va se contracter, justement, pour donner l'énergie. Et pour des raisons que je ne pourrais pas vous expliquer, parce que ce serait un peu compliqué, les couches extérieures vont s'étendre et vont devenir rouges. Ça va devenir une géante rouge. Il va s'étendre de plus en plus et il va atteindre les planètes. Il va engouffrer d'abord Mercure, la volatiliser, engouffrer Vénus, la Terre et peut-être Mars, on n'est pas sûr. C'est-à-dire que ces planètes vont devenir inhabitables. Alors, que pourraient faire les humains? Bien évidemment, Jupiter deviendra plus habitable puisque ça va réchauffer. Peut-être on pourra aller sur Jupiter s'il y a encore des gens là-bas. C'est des beaux sujets pour des romans de science-fiction. Donc le Soleil, à ce moment-là, va commencer à s'installer sur la branche des géantes rouges. À l'épuisement de son hydrogène, la contraction reprend, la température monte à 200 millions de degrés, vous voyez, c'est pas fameux. L'hélium entre en fusion pour produire du carbone et d'oxygène, et ça va durer
700 millions d'années. La phase géante rouge va durer 700 millions d'années. Et puis, même histoire, là vous comprenez, ça va se répéter. Quand il aura brûlé ces éléments, eh bien, il va être obligé de retourner à sa phase, à sa façon de retrouver son énergie avec une recontraction, remonter de sa température jusqu'à environ 300 millions de degrés. Là, le carbone et l'oxygène s'enflamment. Vous voyez comment on est en train de produire des éléments chimiques. Parce qu'une des choses qu'on a appris avec l'étude du Soleil et des étoiles, c'est l'origine des éléments chimiques. Ce qu'on ignorait totalement auparavant. Maintenant, nous savons que les éléments chimiques, les atomes viennent des étoiles et viennent des étoiles pendant leur vie. Et nous pouvons maintenant assigner aux différentes étoiles le type d'éléments qu'ils produisent. Par exemple, les géantes rouges produisent l'hélium, le carbone et l'oxygène, et les super géantes rouges que nous allons voir maintenant vont produire d'autres éléments. Donc, la vie des étoiles, c'est une séquence de contraction pour se réchauffer jusqu'à atteindre une certaine température où ils brûlent leur élément, leur carburant, l'hydrogène, l'hélium, etc. Quand c'est épuisé, elles se recontractent et elles se déplacent sur le diagramme d'Hertzsprung-Russell de cette façon. Et une quatrième phase, cette phase, la troisième phase, va donner des supergéantes rouges. Et là, c'est une idée, quand on dit supergéante rouge, ce n'est pas un vain mot. Voilà la dimension du Soleil et voilà la dimension d'Arcturus. Vous voyez que ça devient vraiment des étoiles géantes dans lesquelles il fait de plus en plus chaud et dans lesquelles il y a des atmosphères de plus en plus étendues. Et la quatrième phase nucléaire, là, ça va être la formation du silicium et du fer. Alors, pour le Soleil, il ne va pas se rendre jusque-là. Le Soleil n'est pas assez massif pour atteindre des températures correspondant à la quatrième phase. Mais je vous la décris parce que c'est aussi intéressant. Là, c'est la fusion. Il va se passer qu'on va former du fer. Et le problème du fer, c'est que les réactions thermonucléaires de l'hydrogène produisent de l'énergie, donc permettent à l'étoile de briller et de se maintenir stable. Le fer, c'est le contraire. Le fer absorbe de l'énergie. C'est ce qui fait que l'étoile, à cette période, se trouve déprivée, dépourvue de ses photons parce qu'ils ont tous été pris pour fabriquer le fer et des éléments plus lourds. Et à ce moment-là, elle s'effondre. C'est un des scénarios des supernovas, la matière qui atteint le moment où le fer commence à se former, perd sa pression interne qui lui permettait de se maintenir, s'effondre de plus en plus vite, c'est une véritable implosion, atteint des densités énormes, et là, toute l'énergie nucléaire encore présente avec les autres éléments rebondit, et nous avons une supernova. Donc vous avez en peu de mots la suite des événements, mais on va continuer avec le Soleil. Le Soleil devient une nébuleuse planétaire quand il atteint cette période, justement, où il commence à transformer de l'hydrogène en hélium et de l'hélium en carbone, azote, oxygène. Alors, une nébuleuse planétaire, c'est une étoile qui est tellement étendue que ses couches sont parties dans l'espace et que son noyau est extrêmement contracté. Et vous allez en voir des exemples ici. Voilà un très bel exemple d'une étoile qui en est à ce stade, le troisième stade. Elle a rejeté toute sa matière, les couches supérieures de sa matière dans l'espace, et elle n'a plus qu'un tout petit noyau, mais extrêmement dense. C'est lui qui, plus tard, va devenir une naine blanche. Donc, je vous en donne plusieurs exemples. C'est des images assez spectaculaires. Vous voyez, ça, c'est le résidu. Et ça, c'est toutes les couches. Et là, c'est toute la matière. Vous voyez qu'il y a des courants très puissants vers l'extérieur. C'est l'étoile qui rejette sa matière dans l'espace. Et ça fait partie, évidemment, de l'ensemble de l'image de la nucléosynthèse. Les étoiles forgent des éléments lourds dans leur intérieur, les repoussent à l'extérieur, où elles se mélangent au terreau
galactique à partir duquel de nouvelles étoiles se forment et des générations d'étoiles se forment. C'est assez semblable à une forêt, en fait. Si vous prenez en analogie les arbres et les étoiles, les arbres produisent de l'humus, produisent de la matière organisée. À leur mort, les étoiles pourrissent, rejettent cette matière organisée qui devient le terreau à partir duquel de nouveaux arbres vont pousser. Donc, la galaxie, c'est un peu comme une forêt où vous voyez des étoiles jeunes, des étoiles moins jeunes, des étoiles vieilles, des étoiles mortes, et puis des nouvelles reconnaissances du cycle. Alors, voici encore un exemple. Une étoile en train de se contracter, qui va devenir une naine blanche, peut-être même une étoile à neutrons, peut-être même un trou noir, et toute la matière qu'elle a projetée à l'extérieur. Encore ici. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait que ces éjections se font par saccades. Ce n'est pas continu, le jet d'émission. Et en fait, chacune des lignes ici représente des éjections à des périodes différentes. L'étoile pulse d'une certaine façon, rejette sa matière par secoupe. On trouve la même chose dans celle-ci. On reconnaît des couches qui ont été émises successivement. Et puis, on a ici la même chose. Alors là, voilà une petite étoile. Voilà, là, encore une fois, le vert de l'oxygène et le rouge de l'azote et de l'hydrogène. Et puis, on arrive à la phase naine blanche. La phase naine blanche, l'étoile se contracte jusqu'à un volume comparable à la Lune. Elle est extrêmement compacte, elle est extrêmement dense. Sa densité, c'est l'équivalent d'un grand paquebot dans un thé à coudre, par exemple, et elle n'a plus d'énergie. Elle a épuisé toutes ses énergies, donc elle va se refroidir lentement. Et alors, ce qu'on a constaté récemment, c'est que ces étoiles, ça on ne savait pas, mais c'est une nouvelle intéressante, c'est que quand on regarde ces étoiles, on s'aperçoit, on découvre dans leur spectre des éléments, des atomes qui étaient dans son cortège planétaire. C'est-à-dire, on a la confirmation du fait qu'à un moment donné, quand l'étoile devient une géante rouge ou supergéante rouge, elle phagocyte, si on peut dire, ces étoiles, ces planètes qui sont composées, elles, d'atomes très différents, de même que la Terre est différente du Soleil, et on retrouve les traces, ce qui aussi confirme ces hypothèses. Vous voyez, tous ces scénarios ont tous besoin d'être confirmés. Au départ, on fait un organigramme et ensuite on cherche comment les confirmer. Eh bien, je vous ai donné quelques éléments là, en particulier. Et celui-ci, c'est important. Il y avait cette idée que les étoiles bouffent leur planète, et là, on le trouve parce que les géantes rouges ont bouffé leur planète, réabsorbé leur planète, évaporé les éléments qui s'y trouvaient, et on les retrouve dans le spectre. Donc, voilà en résumé, maintenant, tout le projet, tout le tracé des étoiles dans le spectre Spohn-Russell. On n'a pas mis ici la partie des théories, mais on a mis la partie géante rouge, ensuite branche horizontale, et ensuite nébuleuse planétaire, et on va vers les naines blanches. Et les naines blanches elles-mêmes sont, alors, mort du Soleil. Mort du Soleil, bon, j'ai résumé, la phase séquence principale, 10 milliards d'années, la phase géante rouge, 700 millions d'années, mais comme elle n'est pas très massive, elle n'arrivera pas à atteindre des températures suffisantes pour aller, pour il, le Soleil, pour il atteindre des températures qui permettraient de devenir une supernova. Il ne va pas être en mesure de brûler le fer. Pourquoi? Parce que le fer, c'est une particule très chargée. Le fer, c'est fait de 56 protons et 56 protons, et ça veut dire une charge électrique très grande. Et pour faire brûler des atomes très chargés, ça prend des températures très élevées, bien sûr, parce que l'agitation thermique
augmente et permet des collisions des atomes. Ces collisions d'atomes permettent la pénétration des particules. Et pour cette raison, le Soleil ne va pas atteindre la température centrale nécessaire pour la fusion du fer. Il va devenir une naine blanche. Et une naine blanche, c'est une étoile qui n'a plus de source d'énergie, qui ne brille que par les énergies qu'elle a déjà accumulées et qui, évidemment, faiblissent, disparaissent, et elle va devenir une naine noire. Ça, c'est le sort du Soleil. Alors, je vais vous présenter maintenant un autre diagramme, qui est le diagramme final pour ce soir, qui est celui-ci. Ceci, c'est un relevé du nombre de photons qu'il y a dans le ciel. C'est toujours instructif de voir les deux bouts de la série. Ça, c'est l'énergie. Ici, ce sont des rayons X, des rayons gamma. Là, des rayons X. Là, de l'ultraviolet. Là, des rayons infrarouges. Là, de la lumière des étoiles. Là, c'est le rayonnement fossile. C'est les photons du rayonnement fossile. On s'aperçoit que dans le ciel, et ça, c'est les populations relatives, le plus grand nombre de photons qui est dans le ciel, c'est ceux du rayonnement fossile, qui sont des rayonnements millimétriques. En fait, ce sont des rayonnements radiaux. Et tout ceci, c'est ce que toutes les étoiles ont fabriqué. C'est ce que les étoiles ont fabriqué, intégré sur les 13-14 milliards d'années de la galaxie. Alors, des étoiles qui sont visibles à l'œil nu, des étoiles qui sont... Ça, c'est des étoiles. Ça, c'est les nébuleuses qui sont plus froides, qui produisent des infrarouges. Ça, c'est tous les phénomènes énergétiques, les explosions, les collisions, tout ce qui a produit des énergies, des grandes énergies, comme les orages solaires, comme les orages dans les autres étoiles. Et ça, c'est le programme aujourd'hui, c'est d'interpréter ces données, qu'on commence à voir assez précisément, justement parce que ça donne une image, là, non pas seulement d'une étoile, mais de toute la galaxie. Ça nous renseigne sur la quantité des phénomènes qui se sont passés. Vous voyez, c'est comme des mémoires du passé. Les mémoires du passé, on peut les retrouver justement en faisant la somme de tout ce qu'ils ont produit. Et comme l'univers, c'est quelque chose qui est en expansion, mais les photons restent dans l'univers, eh bien, on a comme des archives. C'est l'archive, ce sont les archives de l'activité de la galaxie. Voilà. Donc, je vous ai raconté l'histoire du Soleil et ce qu'on en connaît aujourd'hui. Merci.